Voilà, me voilà, me voilà. Petit problème de micro, c'est réglé. Bonjour, bonjour à tous. Encore une fois, désolé. Si j'allume la light, ce sera mieux. Encore une fois, désolé, je suis un petit peu en retard en ce moment. Mais on va y arriver. Alors, petite revue de presse, on va pas trop attendre. Je coupe le téléphone, comme ça, on est tranquille. Oui, petite revue de presse de psychologie positive. On va pouvoir démarrer directement. Alors, au menu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement 3 articles. En fonction du temps, on verra si j'en fais 2 ou 3. On a d'abord, pour commencer, alors des articles qui sont liés à la psychologie positive, mais pas que ce matin. On a pour commencer un article sur les... Je vais peut-être baisser un peu la musique. On a un article donc sur l'imagerie cérébrale. Ensuite, on a un article sur l'amitié chez les hommes et son déclin aux États-Unis. Est-ce que c'est le cas en Europe? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a une étude là-dessus. Et enfin, une étude récente, tac, j'enlève le pop-up, sur l'ocytocine. Voilà, qui a été publiée. Et là, donc, je vous présente des articles plus accessibles de vulgarisation, mais qui se basent toujours sur de la recherche scientifique. Très bien, commençons tout de suite. Donc on a un premier article qui a été publié le 17 mars sur l'intelligence artificielle. Vous savez, on est un peu dans l'année de l'intelligence artificielle, c'est la tendance, c'est sur toutes les lèvres, entre ChatGPT, Midjourney, etc. Et toutes les nouvelles, d'ailleurs, tous les nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui arrivent après ChatGPT, ça a un petit peu été la porte ouverte là-dessus. Donc, on a aussi dans la recherche l'utilisation de l'intelligence artificielle, évidemment, pour des usages qui ne sont pas les usages de ChatGPT, bien évidemment. Donc ici, cet article, il est basé sur il vulgarise les résultats d'une recherche qui a montré qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour recréer ce qu'on voyait, ce qu'on imaginait, depuis un scan du cerveau. C'est-à-dire qu'on scanne votre cerveau et l'intelligence artificielle est capable de recréer, de recomposer à peu près l'image que vous avez vue ou imaginée, en se basant sur l'activité électrique du cerveau. Donc ce qu'il dit, c'est que l'intelligence artificielle, le sous-titre, l'intelligence artificielle devient de plus en plus... je laisse un petit peu la musique pour moi, parce que pour vous, je pense que ça va. Là, c'est un peu trop fort. Donc l'intelligence artificielle, elle peut recréer ce qu'on voit en fait, ce qu'on imagine, sous forme d'image. Bon, très bien. Avec donc, ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc si vous voulez, c'est l'IRM. L'IRM, vous avez l'IRM classique pour prendre des photos de ce qui se passe à l'intérieur du corps en termes de comment dire, d'organes, etc. Et puis vous avez l'IRM fonctionnel où là on va regarder l'activité électrique, on va voir l'activité électrique du cerveau. Et donc là on est sur quelque chose qui est en fonction et pas quelque chose de statique, une photo. Bref. Donc c'est depuis les années 90 un des outils qui est le plus utilisé dans la recherche et qui a pas mal évolué aussi en termes de finesse. Et c'est ce qui est le plus utilisé pour savoir, par exemple, quand on vous dit oui, telle zone du cerveau correspond à tel comportement, à telle capacité cognitive, c'est grâce à l'IRM-F qu'on fait ces mesures. Après, il y a tout un ensemble de calculs qui sont faits. Voilà, c'est tout un truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRM fonctionne aussi pas mal et les études qu'on fait dessus fonctionnent pas mal par soustraction, c'est-à-dire que on mesure l'activité électrique du cerveau de manière neutre, et ensuite on mesure l'activité électrique du cerveau quand on fait certaines tâches, quand on voit des images, quand on réfléchit à un problème, etc. Et on fait une soustraction entre les deux, parce qu'en fait, votre cerveau n'est jamais inactif. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a telle zone qui est activée, ça peut dire que toutes les autres ne le sont pas.
C'est qu'on fait une soustraction par rapport à votre niveau d'activation de base, et on en déduit que. Donc déjà, ça c'est une première chose qu'il faut savoir. Bref, mais peu importe, pour l'étude qui nous intéresse, bon là c'est ce que je viens de dire. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que... autre chose qui est important, c'est que c'est des études toujours qui coûtent cher, parce que les IRM-F ça coûte cher, les appareils coûtent cher, le personnel capable de faire passer, d'utiliser la machine et d'analyser les résultats et d'en extraire les résultats, ça coûte cher, et ça prend du temps. Et donc c'est toujours des études avec des échantillons qui sont petits, pour en plus une autre raison, qui est que chaque cerveau est différent, même si on a des similitudes en termes de répartition de zones et d'architecture globale, la zone précise qui s'active, elle n'est pas tout à fait au même endroit en fonction des personnes, et donc il faut à chaque fois faire une petite cartographie individualisée, et donc bien sûr que si on fait passer ça, fait une étude avec 200 personnes, ça va être extrêmement, exponentiellement cher. Donc on est toujours sur des échantillons qui sont restreints. Vous n'aurez jamais des études, enfin, pas à ma connaissance en tout cas, avec 100 personnes, 200 personnes, sur quelque chose aussi complexe que ça. Donc ici on a 2 scientifiques japonais qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour traduire l'activité du cerveau des individus en photo. En fait, ils regardaient des photos pendant l'IRM. Donc vous imaginez, vous êtes allongé, vous passez dans l'IRM-F pendant un certain temps, vous regardez des photos, on enregistre votre activité cérébrale, et ensuite l'intelligence artificielle, on va lui donner juste vos scans de cerveau, votre activité, en fait, tout ce qui s'est passé, votre activité électrique. Et à partir de là, elle va recomposer les images qui vous ont été présentées. Elle va essayer en tout cas, et on va voir si ça fonctionne ou pas. Ce que dit un des chercheurs, donc Yu Takagi, donc c'est des chercheurs de l'université d'Osaka, c'est que pourquoi est-ce qu'ils font ce genre d'études, c'est parce que ça permettrait, s'ils arrivent à affiner les choses, de créer une interface cerveau-machine. Si la machine est capable de comprendre ce qu'on voit, ce qu'on imagine en termes d'images pour les sortir, ça veut dire qu'on a une interface qui permet de, en pensant à quelque chose, en imaginant quelque chose, de produire une image. On peut imaginer la même chose potentiellement avec les sons, etc. Et si on poussait très très loin dans la SF avec des vidéos de souvenirs, etc. Bon, bref. Alors après, d'un point de plus proche de nous, ce que ça permettrait, ça serait surtout d'aider des gens qui ne peuvent pas communiquer. Par exemple, les gens qui sont dans le coma pourraient regarder leur activité cérébrale et voir ce qui se passe, en fait, et comprendre ce qui se passe, voir ce qu'ils voient, etc. Bon, une application potentielle. Alors, ce qu'il raconte, et là il y a d'autres auteurs qui parlent de ça aussi, qui disent on n'est pas, il faut toujours rester raisonnable, on n'est pas encore à un niveau où on peut utiliser un scan portatif, ou même pas portatif d'ailleurs, pour lire les pensées des gens. On en est très 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 loin. Là c'est la préhistoire, si on devait mettre ça en relation. Donc c'est pas la première étude qui a été utilisée, qui a été faite pour essayer de reconstruire des images qui sont visibles, visionnées par des gens dans un scanner. Une étude de 2019 au Japon toujours a essayé aussi de ça avec des réseaux d'apprentissage profond, donc des Deep Neural Network. Mais en 2019, ils ont fait ça et c'était plus des peintures abstraites que des photos, ce que ça produisait. Mais les juges humains pouvaient toujours associer les images qui avaient vraiment été présentées aux gens aux images produites avec l'IA. On arrivait à faire le lien, dire ah oui, ça c'est l'IA a voulu a recomposer une image, c'est celle-là qu'elle a voulu recomposer, et c'était la bonne. Mais ça restait encore abstrait. L'IA a fait en 2-3 ans des progrès assez importants, et donc là c'est une étude avec des IA plus récentes.
Ils ont utilisé, alors les IA, il y a toujours un modèle, et après, il y a des usages, hein. ChatGPT, c'est un usage de l'IA d'OpenAI. J'ai un peu du mal à parler ce matin, excusez-moi, à articuler. OpenAI, donc ils ont une IA, ils ont produit une IA, GPT-3, GPT-4, et après il y a des interfaces. ChatGPT, c'est une interface, une utilisation de l'IA. Donc la même chose, là, les chercheurs utilisaient le modèle, euh, le modèle d'intelligence artificielle Stable Diffusion de la startup anglaise Stability AI. Euh, et c'est des modèles qui sont utilisés pour DALI, par exemple, DALI 2. Bon. Et donc ces modèles, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent en ajoutant du bruit à des images d'entraînement. C'est-à-dire qu'on leur propose des images d'entraînement avec un dégradé et ils vont essayer de reconstruire une image propre. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Et à la fin, quand on les a bien entraînés, on leur fournit une image avec juste des statiques, donc des parasites, enfin quasiment quelque chose de vraiment qu'on peut pas du tout reconnaître, quasiment que du bruit visuel, et ils arrivent à reconstituer l'image d'origine. Assez bien. Donc Stable Diffusion, justement, est pas mal entraîné sur les images, et il réussit à reconnaître des schémas dans des photos, dans des images. Euh, il peut combiner des caractéristiques, des composantes de photos pour créer de nouvelles images. On peut lui dire fais-moi une photo d'un chien sur un skateboard et il va le faire. Donc voilà, donc c'est ce modèle-là qui a été utilisé. Très bien. Et donc ces modèles doivent utiliser des propriétés visuelles de bas niveau, des traits, des lignes, des formes de base, et leur sens de haut niveau. C'est-à-dire quand on dit fais-moi une photo de chien sur un skateboard, eh bien, il faut qu'il arrive à associer le sens chien sur un skateboard, les concepts en fait, à des traits, à des caractéristiques physiques de bas niveau, plus ou moins bas niveau, pour reproduire quelque chose. Et ce que disaient les chercheurs, c'est que le cerveau, en fait, il travaille aussi avec ces deux types d'informations qui sont traitées dans des régions cérébrales différentes. On a dans le cortex visuel, donc vous avez derrière la tête, là, ici, le lobe occipital, vous avez les zones de traitement visuel. En fait. Et dans les zones de traitement visuel, on sait qu'il y a des zones qui sont dédiées à traiter les contrastes, qui sont dédiées à traiter plutôt, plutôt les lignes horizontales, verticales, etc. En fait, vous avez un ensemble de zones visuelles de plus en plus complexes qui vont analyser d'abord des traits et reconstituer les choses. Et donc, nous, on a ça aussi. Et les zones conceptuelles, c'est pas du tout au même endroit dans le cerveau. Et on a une association entre image et concept. Et dans le cerveau, on arrive très bien à voir le moment où on reconnaît quelque chose et où on a une association entre une image perçue et un concept activé. Le principe de reconnaissance d'image, ça on l'a très bien étudié en psychologie, cognitive avant d'avoir l'imagerie cérébrale, et avec l'imagerie cérébrale ensuite. Donc ça fonctionne pareil, dans les grandes lignes. Dans le détail, c'est pas pareil, mais dans les grandes lignes, c'est pareil qu'une IA et notre reconnaissance visuelle, c'est un peu la même chose. Et donc en faisant l'association entre les images, les informations visuelles de bas niveau et les concepts, voilà, on peut générer des images. Et donc là, au lieu d'avoir des images parasites, enfin des images dégradées, des vraies photos, bah, on a des images de scanners cérébraux en fait. Donc ils ont entraîné cette IA avec justement des données d'IRM, F, et pour qu'elles puissent associer ça à des images au fur et à mesure. Et ensuite, avec les vraies personnes, dans l'étude, une fois que le système était entraîné, qu'il était prêt, on a fait la même chose avec des images qu'il n'avait jamais vues, et avec des scans de personnes en IRMF, pareil, dont les cerveaux n'avaient pas été traités par l'IA. Et ensuite, il compare donc ce que a généré l'IA à partir des scans des cerveaux, et il compare ça aux images qui étaient vraiment présentées aux personnes qui étaient dans la machine. Et ce qui montre, c'est que les images sont vraiment assez similaires. Alors, je ne sais plus si si je vais vous montrer ça, attendez.
crois qu'on a des exemples dans l'article justement de base. Voilà, là vous voyez, voilà. On va avoir des exemples. C'est ça. Vous voyez là, on a des exemples. Ça, c'était les premières études. Hop. Ça, c'est les effets d'entraînement. Voilà. Des images artificielles, les images qui ont été présentées, il arrive à les reconnaître. Il arrive à les reproduire, en fait. Donc là, c'est des trucs très très basiques. Hein. Et la même chose, on arrive à... Alors, ça reste encore... vous voyez, hein, c'est pas foufou. Hein. Ça, c'est l'étude... Ça, c'est l'étude de 2019. C'était la première qui était assez abstraite. Et leur étude à eux, justement, tac... C'est là où... Vous voyez, donc ça, c'était les études de 2019 qui étaient assez abstraites. Et là, normalement... Hop, je vous ouvre ça. Là, on avait normalement des images. Voilà. On les a ici. Voilà, c'est ça que je voulais. Excusez-moi, ça a pris un peu de temps. Vous voyez, donc par rapport aux études de 2019, où c'était hyper flou, mais les juges, donc les personnes extérieures qui devaient associer des images vues par les individus, donc en haut, aux images générées par l'IA en bas, ils arrivaient à faire le lien. Mais vous voyez, c'est très abstrait. Là, on est quand même à un niveau, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais zoomer. Ça, c'est les images présentées en haut, et en bas, vous avez les images reconstituées par l'IA à partir de scans du cerveau. C'est quand même... On est sur un autre level, hein. C'est-à-dire que là, ouais, le snowboarder, on le reconnaît, c'est pas une tâche, quoi. Là, le clocher, voilà, on comprend à peu près ce que c'est, quoi. Pareil, la peluche, là, on commence à être quand même très, très proche. Alors, ça reste une image floue, un peu dégradée, etc. Mais, franchement, c'est pas mal, hein. Vous voyez, les images qu'ils ont, est-ce que ça reconstruit c'est assez incroyable. Bref, donc vous avez les images, hein, donc ça c'est l'article de base de Yu Takagi et Shinji Nishimoto, High Resolution Image Reconstruction with Latent Diffusion Models from Human Brain Activity, je vais y arriver, et vous avez l'article si ça vous intéresse qui est accessible gratuitement. Donc bref, donc vous voyez un peu ce que ça donne, c'est toujours mieux d'avoir des images, surtout quand on parle de ça. Bref. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ce que disent les chercheurs, c'est intéressant parce que on progresse, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on a compris exactement en détail comment fonctionnait le cerveau au niveau de la reconnaissance visuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire ah ben voilà, je sais, si telle zone est activée, ça fait tel pixel sur l'image. C'est pas comme ça que ça marche. Mais on est capable, avec un entraînement d'IA, de reconstruire quelque chose. Et donc, en comparant les modèles d'intelligence artificielle au fonctionnement du cerveau, en fait, en comparant ces deux modèles, ça permet de mieux comprendre et l'un et l'autre. C'est-à-dire de mieux comprendre comment l'IA, puisque c'est un apprentissage, c'est un entraînement qui est fait, donc en fait l'IA, le programme se modifie au fur et à mesure. Donc ça permet de mieux comprendre comment il s'organise, et ça permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau à partir de l'IA. Hop, alors attendez, je dois me moucher vite. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que on était avec 19 personnes là, et chaque cerveau est différent, donc on n'a pas En fait, si on voulait avoir quelque chose d'hyper précis, d'hyper pointu,
il faudrait entraîner des modèles d'intelligence artificielle customisés. C'est-à-dire que chaque personne devrait avoir un modèle entraîné sur son cerveau, sur son fonctionnement cérébral. Et donc, c'est un investissement très important. Donc, on en est encore à ce stade-là. Et le résultat est certes intéressant, mais n'est pas un résultat qui est directement exploitable euh, dans un usage de la vie courante, quoi, si vous voulez. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qui est indiqué ici, it's still unclear if this technology would work to reconstruct images that participants have only imagined, not viewed with their eyes. Donc, on ne sait pas encore, parce que là, c'était reconstruire des images que les patients voyaient. On leur projetait pendant que leur cerveau était scanné. Alors, la tête bloquée, tac, vous avez des images qui apparaissent, ça active votre cerveau. Donc, on ne sait pas encore si ça marcherait avec des images imaginées, sachant que c'est des signaux électriques, en général atténués, plus faibles dans le cerveau quand on imagine les choses par rapport au fait de les percevoir, réellement. Mais ça pourrait être intéressant. Notamment en termes d'interface homme-machine, pour des personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, ça donne des éléments en plus pour comprendre ces gens-là, pour interagir avec eux. Donc d'un point de vue du traitement du handicap, des traumas cérébraux, etc., des personnes qui ont des lésions, ça peut être intéressant. Mais, en conclusion, ce qu'on dit, c'est que les limites actuelles de la technologie ne sont pas... n'empêchent pas de réfléchir aux potentielles perspectives et aux potentielles retombées, aux potentiels problèmes éthiques que poserait cette technologie si elle était poussée à son paroxysme. Donc c'est important d'y réfléchir dès maintenant, c'est ce que nous disent en tout cas les chercheurs. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est quand même assez fou. Vous voyez la différence entre 2019 et une étude là, de début 2023, donc qui a été faite en 2022, en 3 ans, avec quelques petites équipes de chercheurs qui travaillent dessus. Je veux dire qu'on n'a pas non plus... alors il y a des fonds, et c'est financé, mais on n'est pas sur des moyens titanesques non plus, avec des milliers de chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là de cette manière-là. Pour la simple et bonne raison que déjà il faut quand même les IRMF accessibles, il faut des gens, c'est quand même compliqué. Donc il faut imaginer en 2 ans ce qu'on arrive à faire. Imaginons ce que ça pourrait être dans 2 ans, dans 3 ans. Là on est quand même sur une avancée qui est assez incroyable en termes de... Enfin, entre des tâches abstraites et là des images maintenant, on peut très bien imaginer que dans 2-3 ans on arrive à avoir des images très nettes, très précises de ce que les gens verront. Et peut-être qu'on arrivera à ce moment-là à commencer à s'intéresser à ce que les gens imaginent et à reconstruire des images à partir de ce que les gens imaginent et pas voient. Même chose pour les sons. Donc en fait, le truc, c'est que moi je trouve que ça ouvre des perspectives hyper intéressantes et enthousiasmantes d'un point de vue de l'interface cerveau-machine, qui est peut-être le rêve de certains geeks, le cauchemar de d'autres geeks, mais ou pas de geeks d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Je voulais en parler, c'est pas de la psychologie positive en tant que telle, mais ça a des applications potentielles en termes de traitement de handicap, de compréhension du cerveau, et potentiellement dans peut-être 10, 15, 20 ans d'applications pour tout un chacun. En sachant qu'une fois qu'on a dit ça, et même si on avait une imagerie cérébrale avec des IA très performantes, et qu'on arrivait à reconstituer des images, des sons comme ça, l'application grand public, après, elle se heurte à un autre problème qui est la taille d'un IRMF, quoi. C'est-à-dire, et le prix. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un IRMF à disposition. Donc, même si il y a 2 choses, c'est que il y a le fait d'entraîner les IA et d'améliorer la capacité à reconstruire des images, des sons, etc. à partir d'activités cérébrales. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a le problème, si vous voulez, une application grand public, vraiment très grand public, de la machine qui fait les scans du cerveau. Il faut qu'elle soit transportable. Bon, c'est pas encore le cas. Donc là, on a aussi des problèmes technologiques à l'application qui arrivent derrière.
Mais on peut imaginer que si on a ça avec l'IRMF, peut-être qu'on arrivera à le faire avec d'autres technologies d'imagerie cérébrale qui sont un peu plus light, un peu plus transportables. Bon, mais c'est à voir, c'est à voir. Voilà, ça c'était en tout cas le premier article dont je voulais parler aujourd'hui, et comme d'hab, on arrive bientôt à 9h, donc je vais faire un deuxième article. Mais je ne vais pas en faire 3. Je vais pas en faire 3, je ferme tout ça, et on va parler de... On va rester un petit peu dans la biologie aujourd'hui. Je parlerai de l'amitié masculine un autre jour, parce que je pense que c'est un sujet qui peut me faire un peu plus... me faire divaguer plus longtemps. Donc on va aller sur le traitement de l'article sur l'ocytocine. Alors l'ocytocine, qu'est-ce que c'est? L'ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau et qu'on a appelé pendant longtemps l'hormone de l'amour, alors notamment en anglais, en français. En gros, c'est l'hormone de l'attachement, de l'amour, des relations positives, etc. Bon. Ah bah il n'y a pas de... Ah, attendez. Je vérifie quelque chose. Hop. Parce que si en plus... Hop. Ok, bon, moi j'ai pas le... Je sais pas pourquoi, ça n'a pas enregistré. Je vais vous le faire comme ça. Parce que j'avais surligné certains passages hier et ça n'a pas été enregistré. Alors, l'ocytocine, est-ce que c'est vraiment l'hormone de l'amour? C'est la grande question. Donc pendant longtemps, il y a eu, depuis un certain nombre d'années, hein, cette conception, après plusieurs études, que l'ocytocine, c'était quand même une hormone sécrétée, impliquée dans les émotions et les comportements d'attachement, d'amitié, d'amour, d'amour filial, donc les parents qui s'occupent des enfants, etc. Bon. Et là, on a une étude, alors attention, une étude sur des rongeurs, qui montre que le fait d'étouffer, d'empêcher la sécrétion d'ocytocine, l'activité de l'ocytocine, en fait, l'activité plutôt la réception, en fait, pour des campagnols, là, ça ne changerait pas le comportement de ces animaux, qui sont des animaux qui vont s'occuper des petits, rester en monogame, en couple pendant très longtemps, etc. Et donc le fait d'enlever leur capacité alors de mémoire à récupérer l'ocytocine, on a les récepteurs, hein, en fait les hormones c'est des molécules, et vous avez des récepteurs dans les cellules qui vont être spécifiques à des hormones, et donc là on enlève les récepteurs. Et donc s'il n'y a pas de récepteurs, il n'y a pas l'effet sur les cellules, mais pourtant les comportements continuaient comme avant, comportements d'attachement, d'amour, etc. Enfin d'amour, en tout cas d'attachement, le fait de rester près de son partenaire, de s'occuper des petits, etc. Donc c'est ce qui explique là, les récepteurs des hormones. Vous avez vu ça au collège, normalement. Voilà, chaque hormone a son récepteur attitré ou ses récepteurs attitrés. Et sans ces récepteurs-là, le corps n'est pas capable de savoir qu'il y a des hormones. Les cellules ne sont pas capables que l'hormone elle est en circulation. Parce que ça ne s'attache pas au récepteur. Donc s'il n'y a pas de récepteur, il n'y a aucune perception des cellules du fait qu'il y ait des hormones autour. C'est ce qui permet de rentrer et d'activer des choses dans la cellule. Donc très bien, l'ocytocine échappe pas à ce comportement. Le problème, c'est que les études avec l'ocytocine qui ont été faites chez l'homme, où par exemple on respirait un concentré d'ocytocine, où on ingérait
des drogues qui avaient de l'ocytocine, en fait, c'était toujours des molécules de synthèse euh, qui mimiquent, hein, qui reproduisaient en fait le comportement de l'ocytocine, dans le sens où c'est des molécules qui étaient faites de synthèse, qui étaient faites pour se mettre sur les récepteurs de l'ocytocine, et quand le récepteur est activé dans la cellule, ça entraîne des comportements, des sécrétions, etc. Et donc, c'est des drugs, donc des médicaments, des substances synthétiques qui s'attachaient au récepteur de l'ocytocine. Mais ce que disent les auteurs, c'est qu'on sait que ce genre de molécules synthétiques, elles sont connues pour être beaucoup plus, enfin, peu précises dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'attacher dans d'autres zones, à d'autres cellules. Euh, elles peuvent rester, elles peuvent ne pas pénétrer là où elles devraient pénétrer pour avoir un effet. Elles peuvent rester en surface d'un tissu, etc. Elles peuvent avoir un effet sur des cellules qui ne sont pas censées être celles ciblées par l'expérience. Donc en fait, elles sont jamais parfaitement similaires à la molécule naturelle et à l'hormone naturelle dans ses effets, dans sa zone d'activité, etc. Donc, comme toutes les études sur l'homme avec l'ocytocine ont été faites avec des molécules de synthèse et que c'est imprécis de ce point de vue-là, il y a des chercheurs qui ont voulu voir si, en fait, c'était bien l'ocytocine qui était responsable de ces comportements. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place avec une technologie donc, de découpage de l'ADN, ils ont enlevé dans le code génétique de ces souris les éléments, le gène, qui permettait de fabriquer les récepteurs à l'ocytocine. Donc dès le départ, dès la naissance, ces campagnols n'avaient pas de récepteur à l'ocytocine. Donc comme ça, même s'ils en sécrètent, aucun effet puisque pas de récepteur. Et donc là, il réexplique que voilà, c'est des rongeurs qui ont des comportements qui restent en couple monogame pendant assez longtemps, pendant longtemps en tout cas, qui s'occupent des petits, les mâles et les femelles, etc., etc. Et même après, même les individus qui n'avaient pas les récepteurs à l'ocytocine continuaient à rester en couple. Ils continuaient à avoir des comportements agressifs envers les individus du sexe opposé, extérieur à leur couple. Donc en gros, une autre femelle qui vient d'un couple, un autre mâle, etc. Donc on continue à avoir des comportements de protection du couple. Et il continuait à, comme les campagnols normaux, dont on n'avait pas enlevé les récepteurs à l'ocytocine, ils s'occupaient de leurs petits. Bon. Donc tous les comportements qu'on associe à l'ocytocine, où on dit c'est l'hormone indispensable pour ces comportements-là, ils continuaient à exister malgré l'absence de récepteurs. Donc cette étude, elle a duré 15 ans. Et donc le rôle critique de l'ocytocine dans les comportements prosociaux, il est un peu remis en question avec ça. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, c'est que, d'une part, on est sur des campagnols, on n'est pas sur des êtres humains. Donc, évidemment, ça limite les résultats. Deuxièmement, ce que disent les auteurs aussi, peut-être que en fait, l'ocytocine, c'est une hormone qui fonctionne en deux temps, c'est-à-dire qu'il y aurait d'autres liaisons avec d'autres substances, et que ce serait un intermédiaire, où ça serait quelque chose qui agirait en synergie avec une autre molécule, notamment, il parle de vasopressine, je crois, voilà. Voilà, peut-être la vasopressine, qui est assez similaire à l'ocytocine, et qui peut peut-être avoir ses effets prosociaux, et peut-être qu'on s'est trompé un peu de molécule aussi, peut-être que c'est quelque chose en deux temps. Et voilà, en tout cas, ces résultats, ils expliquent le fait que les traitements à l'ocytocine pour alléger des symptômes sociaux, entre guillemets, des problématiques sociales comme l'autisme ou la schizophrénie, ça a eu des résultats assez mitigés.
voire décevant les dernières années, peut-être à cause de ça, justement, c'est le fait que l'ocytocine ne soit pas la molécule si importante que ça. Donc, ce qu'il faut retenir un petit peu de cette étude, qui est ici, et que je vous montre directement, ocytocin receptor is not required for social attachment in prairie voles. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que voilà, l'article et les auteurs, c'est deux choses. Premièrement, ça reste une étude chez l'animal. Donc, avec toutes les limites que ça implique sur la transposition possible à l'homme. Deux, ça n'empêche pas quand même de remettre en question le rôle de l'ocytocine, notamment avec des résultats mitigés sur le traitement de problématiques prosociales chez l'homme. Donc peut-être que c'est pas l'ocytocine qui agit directement ou seule. Et donc il y a quand même cette remise en question. Donc en gros, on a les deux aspects. On a l'aspect où on se dit peut-être que c'est pas si évident que ça que l'ocytocine est la molécule de l'attachement. Et en même temps, peut-être que c'est limité à l'animal, à ce type d'animal. Peut-être que chez l'homme, le processus est différent. Voilà. Moi, là-dessus, je serais assez prudent. Déjà, prudent de base. Quand on vous dit qu'une molécule, une hormone, une substance très précise est responsable d'une galaxie de comportements, parce que si on simplifie, c'est un peu ça. Alors les études sérieuses ne disent pas ça, mais dans la vulgarisation, c'est ça, par rapport à l'ocytocine. Méfiez-vous. Il y a rarement une molécule magique, il y a rarement une explication magique à des comportements complexes, que sont les comportements prosociaux, l'attachement, etc. Oui, on a des... c'est influencé par la génétique, oui, c'est influencé par, évidemment, les neurotransmetteurs, les hormones, etc. C'est une évidence. Est-ce qu'il y a une molécule, si on vous en injectait, qui changerait complètement vos comportements, ou si vous en privez, qui changerait radicalement vos comportements, définitivement, de manière massive, et visible, et uniforme chez tout le monde? Il faut toujours rester prudent avec ça, parce que c'est rarement aussi simple que ça. Ça serait beau, hein, mais quand c'est trop simple, c'est qu'il y a un souci. Et donc moi, ça me surprend pas que l'absence d'ocytocine n'ait pas un effet massif. Enfin, pas l'absence d'ocytocine, encore une fois, l'absence de récepteur à l'ocytocine. Mais en même temps, c'est chez l'animal. En même temps, il y a d'autres molécules, d'autres hormones qui jouent aussi. Il y a aussi le côté éducation, entre guillemets. Parce que je vous avoue que j'ai pas regardé, mais les souris étaient, je pense... Enfin, les souris, les campagnols étaient mélangés, je pense. J'aimerais bien voir la méthode par rapport à... Je pense que les animaux étaient mélangés, ceux qui l'avaient, ceux qui n'avaient pas. Donc les comportements peuvent être aussi reproduits autrement que par la génétique. Donc il peut y avoir une reproduction par imitation. En fait, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Donc c'est une remise en question intéressante. C'est une remise en question qui permet aussi de, comme on dit, remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire, non, on n'a pas d'explication aussi simple qu'une hormone fait 95% des comportements prosociaux et explique ça, non. Même si encore une fois dans la recherche c'est pas comme ça que c'est dit, mais dans la vulgarisation, la love hormone, c'est méga simplifié, quoi, c'est hyper réducteur, donc bon. Et en même temps, et chez l'animal, la transposition à l'homme, il faut toujours être très prudent. Donc voilà ce que on peut dire sur ce sujet-là, qui est un sujet assez rapide. J'étais assez vite dessus, mais voilà, c'est en tout cas en psychologie positive, on a eu pas mal de choses sur l'ocytocine, et donc voilà, je pensais que c'était important de revenir là-dessus, puisque c'est une publication assez récente. Encore une fois, l'étude, je ne sais plus de quand elle date, je vais vous dire ça tout de suite.
Quand est-ce qu'elle a été publiée? Elle a été publiée le 15 mars, donc c'est quand même assez récent. Et c'est intéressant de se pencher là-dessus. Voilà pour aujourd'hui. Vous voyez ce magnifique décor avec cette magnifique rallonge derrière. Voilà pour aujourd'hui. Des articles qui s'éloignent un peu de la psychologie positive. J'avais pas énormément d'articles. Alors les amitiés chez les hommes, oui. Mais ça on le traitera probablement la semaine prochaine. Mais cette semaine, il n'y avait pas grand-chose en termes de publications scientifiques intéressantes dans les domaines de la psychologie positive, donc j'ai repris des choses qui sont un petit peu plus anciennes, mais qui sont du mois de mars au mois de février. On va voir la semaine prochaine ce qu'on aura. J'ai streamé le week-end dernier un petit peu de jeux vidéo, je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end, je vais voir. Mais sinon, la semaine prochaine, je reviendrai aussi le week-end pour stream un peu plus. Donc je vous remercie d'avoir suivi ou de regarder cette vidéo en replay sur YouTube. Moi je vous retrouve la semaine prochaine au plus tard, jeudi matin, pour la prochaine revue de Psychologie Positive. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Salut.